Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, pour la première fois, je me retrouve avec Luc. Luc qui est, vous l'avez peut-être reconnu, notre espion, notre spécial pion. Donc, on l'a surnommé affectueusement le espion. En fait, il s'est surnommé lui-même le espion, puis on a beaucoup aimé ça. Luc est quand même un ami qu'on connaît depuis longtemps. Ça va bien, Luc? Oui, ça va bien. Mais oui, c'est ça. Jeff m'a demandé rapidement au mois d'août à Gen Con, voir si je pouvais être un collaborateur on the fly là, sur le champ. Puis ça s'est fait vite. J'ai répondu, j'ai répondu à la positive, puis ça a quand même bien fonctionné. Là. On s'est dit que ça serait le fun d'avoir un invité spécial au Gen Con. Puis là, Luc a fait ni une ni deux. Il a dit parfait, je vais être le espion, spécial pion. Puis on a trouvé que c'était super nice. Puis c'est pour ça que j'ai fait ton petit avatar. C'est un petit bonhomme avec un chapeau puis des lunettes, genre espion. Donc, exactement. Puis aujourd'hui, on va vous parler un petit peu comment on s'est rencontrés, moi et Luc, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Mais vous voyez déjà avec la page BGG qu'on va vous parler de quelques jeux qu'on a joués ensemble. Moi et Luc, on est allé au chalet dernièrement avec des amis, puis on a joué à pas mal de jeux ensemble. Luc est un grand fervent de jeux. C'est un des plus grands ludopathes, très grand consommateur de jeux. Il joue souvent à plusieurs jeux en avant-première avant que les gens les connaissent souvent ou avant qu'ils soient arrivés ici en Amérique. Parce que je pense que tu commandes beaucoup de l'Europe aussi. Oui, je suis pas mal mordu. J'ai une grosse collection. J'ai des boîtes partout chez nous. Mais j'ai bien du plaisir. J'ai tout le temps un gros plaisir à découvrir des nouveaux trucs. Puis c'est ça. On essaye un peu de gratter puis de regarder les tendances, les jeux intéressants qui s'en viennent, puis c'est ça, souvent on va faire des commandes en Europe pour les avoir avant tout le monde, parce qu'on n'est plus capable d'attendre. Puis nous, on s'est connus il y a plusieurs années au Jab, entre autres chez Fanny aussi, qui organisait des soirées de jeux. C'est là qu'on s'est rencontrés. Ça a cliqué parce que tu es un amateur de jeux assez lourds, de jeux euro aussi beaucoup. Donc moi, ça venait me chercher. J'allais là avec Steve. Donc ça fait quand même, je dirais, un bon, peut-être proche de 10 ans, certains là, qu'on se connaît. Ouais. Et Luc, c'est aussi la personne que je connais qui porte les plus beaux chandails de jeux. J'ai l'impression que tu en as mis un aujourd'hui, Zelda, ouais. Donc, il y a toujours des chandails style hockey avec soit des jeux de société ou des jeux vidéo. Et moi, aujourd'hui, j'ai mis mon premier Ugly Shirt, Christmas Ugly Shirt là, pour Noël. Donc, vous voyez, il est magnifique, vraiment, avec des couleurs explosives et vibrantes, comme j'ai l'habitude de porter. Oh, non. Alors, moi, je passe pour le lutin de jeux vidéo. Là. Exactement. Donc, Luc, je te propose qu'on commence ça parce qu'on a quand même un beau menu. On a 4 jeux qu'on veut discuter aujourd'hui. Age of Innovation, Marrakech, Dead Reckoning et Verdun. Et je suis branché déjà directement sur la page BGG avec Age of Innovation, un jeu de 2023, le petit bébé de la famille des Terra Mystica. Hein? Donc, parle-nous depuis quand tu as acheté ce jeu-là et tu as combien de parties de faites à date? Ouais, mais moi, je l'ai ramassé à Gen Con. J'étais pas sûr au début. Je disais, c'est-tu la même chose que Age of que Terra Mystica? C'est-tu plus vraiment en plus? Puis là, je voyais les belles pièces avec les traits comme on les connaît aujourd'hui, avec double layer. Fait que il me tentait. Fait que je me suis laissé convaincre par le visuel de ce jeu-là. Puis j'ai fait quelques parties. J'ai fait une partie épique au Delirium ludique. Puis c'est sûr qu'il faut aimer à la base Terra Mystica, mais ce jeu-là, c'est vraiment Terra Mystica enlève tous les problèmes de balancement que Terra Mystica avait, fait un système où tu peux mélanger les races et les pouvoirs un petit peu comme des races et des pouvoirs à Small World se mélangent. Fait que tu vas jouer avec ça. Puis en plus, il y a une nouvelle partie qui n'était pas dans Terra Mystica, qui est la partie des innovations. Puis ça amène vraiment une grosse variabilité de jeu. Moi, j'étais déjà vendu à Terra Mystica, mais Terra Mystica avait certains problèmes de balancement avec les races, tout ça, avec le plateau. Mais là, ils ont vraiment fait leur devoir. Puis, c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments qui sont variables dans le jeu. On peut penser à, c'est ça, l'agencement
de pouvoir et de terrain. Il y a aussi tout le positionnement des plaquettes que dans l'ancien Terra Mystica, on utilisait comme des temples. Quand on avait un temple, on gagnait un pouvoir. Là, quand on fait une école, puisqu'on est dans le thème des innovations, on va gagner des pouvoirs différents, puis on va gagner d'une nouvelle ressource qui sont des livres, qui vont nous amener à faire des innovations. Puis d'une partie à l'autre, ben les innovations ça sera pas les mêmes. C'est impossible de jouer 2 fois la même partie. Non, il y a tellement de modules que tu drafts au début que le setup que tu vas avoir pour chacune des games va être différent. Fait que ça, c'est le fun. Puis moi, j'ai joué à Terra Mystica. J'ai pas aimé tant mon expérience parce que je connaissais pas beaucoup le jeu puis je me suis fait rentrer dedans par des experts. Fait que j'ai pas comme eu une bonne approche. Mais si on fait la chronologie un peu, il y a Terra Mystica qui est le premier. Après ça, il y a eu Gaia Project. Ils ont sorti Terra Nova qui est comme un mini Terra Mystica, bébé facile, un peu, je dirais même à la limite plate, ben, à part si vous voulez vraiment initier des gens avec les règles vraiment de base de Terra Mystica. Et finalement, ils ont fait Age of Innovation en disant on a réglé tous les problèmes de la franchise Terra Mystica et compagnie parce que là, on a tellement mis ça modulaire, on a tellement corrigé les choses que les gens aimaient moins que là, c'est le jeu parfait. Est-ce que toi, mettons, après avoir joué, parce que je sais que tu as joué à tous ces jeux-là, je ne sais pas si tu as joué à Terra Nova, moi je l'ai essayé, là, mais de toute façon, je dirais, surtout en Terra Mystica, Gaia Project et Age of Innovation, est-ce que Age of Innovation devient ta référence, ton go-to game quand tu veux jouer à un jeu de la famille ou c'est encore un autre qui est ton préféré? C'est vraiment le numéro 1 sur le dessus. Puis il a tué Terra Mystica. J'ai mis ma copie de Terra Mystica à vendre. Par contre, j'ai pas Chaos Project, mais j'ai rejoué à Chaos Project avec des amis récemment, mais il y a quand même des axes différents. Fait que si vous aimez ce genre de jeu-là, de conserver Chaos Project, il y a quand même des axes développés différemment. Il y a beaucoup de points communs, mais c'est pas un doublon, mais Age of Innovation fait vraiment une version 2.0 de Terra Mystica là, avec un peu plus de choses. Là. Puis il y a le fun Age of Innovation parce que la façon qu'on a joué, on avait comme des pouvoirs pré-associés, mais je l'ai joué récemment avec des pouvoirs où on faisait les associations on the fly directement. Ben c'est comme ça qu'on a joué notre partie. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ma première que je jouais comme ça. Oui, puis j'aimais ça. Il y a deux façons. Fait que tu peux t'arranger pour faire des combos avec ton pouvoir de palace, puis fait que tu choisis comment t'agences ton peuple que après ça, tu vas jouer. Là. C'est super bien, pour vrai, super bien. Moi, comme je disais, Terra Mystica, c'est pas un jeu sur lequel j'avais accroché. Terra Nova, je l'ai trouvé très, très simple. J'ai adoré Gaia Project, tu vois. Puis j'ai pas tant aimé Terra Mystica. Mais moi, j'ai vraiment adoré Gaia Project. J'aime le thème, j'aime la façon dont ils ont ramené les principes de Terra Mystica, la façon dont ça a été fait pour Gaia Project. Je le trouve personnellement, moi, je l'aime énormément. Puis Age of Innovation, sincèrement, m'a fait comme réaimer un petit peu la franchise Terra Mystica là, ou la portion Terra Mystica parce que j'ai trouvé ça vraiment bien, la construction de tes peuples, la façon dont tu déploies ça sur le board, puis les tracks, là, tantôt, je les montrais à l'écran, là, mais les tracks de comment on les appelle, pas la science, là, mais les choses qu'on monte dans les 3 pistes. Là, oui, les sciences. Ouais, les sciences, c'est ça, la science. Ça s'appelle comme ça dans Age of Innovation. Il y en a 4 comme les cultes dans Terra Mystica, là, avec les 4 éléments. C'était un peu l'équivalent. J'ai trouvé ça bien. Fait que oui, moi, personnellement, si tu me ferais rejouer à Age of Innovation n'importe quand, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Contrairement au fait que je n'avais pas aimé Terra Mystica. Mais personnellement, Gaia Project va rester mon préféré. Je préfère ce thème-là. Je préfère la carte aussi. Je trouve la carte plus belle de l'espace avec les planètes, tout ça. Peut-être un petit peu moins, dépendamment de la configuration, on va peut-être avoir un petit peu moins d'interaction, par exemple, parce que tu peux être un peu plus dans ton coin à Gaia Project là, au niveau des planètes. C'est un petit peu plus facile. Un petit peu plus facile, c'est un petit peu l'accroche un peu stratégique de ces jeux-là, c'est que c'est un jeu où tu développes des territoires, mais tu as besoin de tes voisins. Tu veux avoir des voisins qui ne te dérangent pas. C'est un peu ça l'idée du jeu, parce que si tu n'as pas de voisins, ben, tu ne gagneras pas de pouvoir, tes constructions
vont coûter plus cher, mais tes voisins, tu veux pas qu'ils dérangent pour qu'ils te prennent tes espaces que tu prévois te déployer. Fait que c'est cette belle dualité-là que j'aime beaucoup dans cette famille de jeux-là. Là. Pour ceux qui n'ont jamais exploré la famille, c'est vraiment l'accroche qui fait que c'est un bon système de jeu. Oui, puis je montre l'espèce de roulette de pouvoir là, avec les petits tokens qui vont se déplacer d'un bol à l'autre. Ça, c'est vraiment classique aux 3, même aux 4 en fait, de la série. C'est comme leur marque de commerce un peu. Fait que ça, on la retrouve bien là, dans chacune des versions. Donc, Age of Innovation, en gros, c'est pas mal ça. Fait que si vous êtes vraiment des amateurs de Terra Mystica, je pense que c'est clairement un jeu à surveiller. Je pense qu'il y a le potentiel de pouvoir être votre préféré de la série. Si vous avez aimé mieux Gaia Project que Terra Mystica, ben essayez-le, puis vous allez voir si Age of Innovation vous accroche plus au final. Comme je dis, moi, j'aime encore mieux Gaia Project, mais Age of Innovation, vraiment un excellent jeu. Puis on le voit d'ailleurs avec une cote de 8.9 actuellement sur BGG. Je pense qu'il y a la cote, mais attelez-vous, 4.26 sur 5 en termes de complexité, 200 minutes, à peu près les parties à 4 joueurs. Donc, c'est du lourd. Puis une belle grosse boîte. Là. Je l'ai juste ici, la boîte. Là, c'est un gros morceau. Il y a du stock. Ça, si vous partez de Terra Mystica pour apprendre, c'est pas si pire, mais à partir de rien, c'est une bonne commande. Oui, effectivement. Heureusement, ils ont fait des sets préfaites justement pour aider à partir. Fait que c'est bien. Fait que c'était ça pour Age of Innovation. Fait que je pense que c'est un jeu qui vaut le détour. On y va avec notre deuxième titre qu'on voulait parler aujourd'hui, Luc. Et c'est un autre gros jeu d'un auteur, cette fois-ci allemand, et très, très, très célèbre. On parle de Marrakech dans la série des City Games. Je ne sais pas comment il l'a appelé exactement, là, le City Collection. Oui, City Collection. Exact. Où Stefan Feld a refait presque tous ces jeux, finalement, avec des noms de villes pareils ou différents. Il en a fait des nouveaux, tout ça dans la série Queen's Game. Il y a eu un énorme Kickstarter il y a un an environ. Et je pense que, Luc, toi, tu t'es laissé tenter. Oui, moi, je sais que c'est peut-être très cher, ces jeux-là, mais j'aime bien cet auteur-là, puis les éditions sont quand même très belle visuellement. Fait que, ouais, je me suis laissé hameçonner complètement. Fait que, puis c'est pas donné. Récemment, le 5e et le 6e opus dans cette série-là, qui est Cusco et Vienna, qui reprend l'Aïsla et Bora Bora. Puis, j'ai déjà backé l'extension de Marrakech aussi. Puis, je pense que je regardais certaines photos au dernier festival d'Essen au mois d'octobre, qui est en Allemagne, qui est le gros festival des jeux. Sur le bout de Queen Game, il y avait comme une liste, il y avait des titres jusqu'à 20. Fait que ils n'ont pas fini de nous annoncer des jeux, mais au moins, dans le cas de certaines de ces éditions de jeux, on a des jeux originaux comme Marrakech. Parce que la plupart, c'est des jeux qui ont déjà eu une autre vie, souvent qui sont rethématisés, mais le Marrakech, c'était le premier original. Normalement, dans sa prochaine batch, le numéro 7, numéro 8, ça devrait être un autre original aussi. Mais si on revient à Marrakech, comment tu as trouvé ça, toi, Jeff? Je dois dire que moi, j'adore Stefan Feld. C'est un de mes auteurs préférés. Il fait des jeux qui viennent me chercher des salades de points classiques, c'est-à-dire 1000 façons de faire des points. Tout le monde joue, tout le monde a du fun, puis à la fin, tu comptes les points, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui gagne. Moi, c'est mon genre. J'aime ça quand il y a plein d'options, puis plein de bonnes options. Tu sais, il n'y a pas de mauvaises options. C'est ça qui est le fun dans les jeux de Stefan Feld. Et j'avais énormément hâte de l'essayer. Ça a été long, plus long que ce que j'aurais voulu, mais finalement, Luc, au chalet, on a réussi à enfin essayer ça. Et je vais spoiler tout de suite. Là, j'ai adoré mon expérience. J'avais des doutes parce que j'avais entendu certaines affaires, entre autres avec la tour à cube, là, qui était peut-être les kéchis qu'on lance là-dedans, qui était peut-être un peu gimmick. Bon, il y a du monde qui je sais pas, j'avais des opinions qui me laissaient un peu pantois, puis je me disais, bon, peut-être que ça va pas être si bon que ça. Mais finalement, on a joué aussi avec Nathalie, ma conjointe, qui adore aussi les jeux de Stefan Feld, puis on a été enchantés. On va en parler un petit peu des mécaniques qu'il y a dedans, puis comment ça joue, tout ça, mais tu sais, encore là,
juste pour vous montrer comment j'aimais ça quand je suis revenu, j'ai fait comme il faut que je trouve le jeu. J'ai essayé de le trouver. Je voulais la même version que toi parce que c'était la version ultra deluxe, ça, mais bon, elle n'est plus disponible. Mais j'ai quand même la deuxième version deluxe qui est très, très bien. Je vais ouvrir ça à Noël. Là, fait que faut pas, je ne suis pas supposé le savoir que j'ai emballé ça puis je l'ai mis en dessous du sapin. Mais pour ceux qui ne savent pas quel genre de jeu c'est, Marrakech, c'est un jeu qui se joue, c'est comme une succession de 3 années. À chaque année, on va avoir des kéchis, des hexagones de 12 couleurs différentes. Puis, à chaque tour de jeu, on va en choisir 3. Puis, ça va déterminer, dans le fond, le genre d'action qu'on va faire. Ces kéchis-là qu'on va tous avoir choisis collectivement, on va les drafter, fait qu'ils vont tomber dans une tour. Il y en a qui vont être retenus, pas beaucoup d'habitude, mais c'est ça. Puis, on va les choisir, fait que tu vas pouvoir sélectionner des kéchis de joueurs qui... par couleur. C'est ça, par couleur, tout ça. Éventuellement, quand tout est choisi, ben plus tu as des kéchis dans ta zone, plus normalement ton action va être forte. Fait qu'il y a 12 différentes actions. Là. Il y en a qui se recoupent un peu. Puis on va faire ça, dans le fond, nos 12 de départ. On va faire sur 4 tours, on va en prendre 3 à chaque fois. Ça va terminer une année. On va jouer 3 années comme ça. Fait qu'on va se développer de plus en plus nos zones. Puis c'est ça, c'est tout chaque couleur a son petit mécanisme, sa petite façon de fonctionner. Tu vas avoir une rivière, tu vas avoir une plantation de dattiers, tu vas avoir un marché où tu vas pouvoir acheter des bijoux, tu vas avoir aussi des tuiles un petit peu comme de la technologie, des genres de tracks où tu vas monter, puis il va y avoir une interrelation entre les tracks, la track noire, la track blanche. Fait qu'un petit portrait rapidement brossé, c'est ça que ça a l'air Marrakech. Ce qui est le fun, Luc, c'est comme je disais un petit peu au début, tu as expliqué un petit peu toutes les zones, toutes les couleurs de Keshi. Puis j'ai l'impression, en tout cas, là, j'ai joué une seule partie, j'ai hâte d'en rejouer d'autres, mais j'ai l'impression vraiment que tu peux t'essayer sur 2-3 régions que tu vas vraiment optimiser puis essayer d'aller chercher le maximum de points que tu peux aller là. Puis après ça, tu as comme une cascade de points que tu vas faire. Tu sais, il y a les murailles, il y a l'espèce de roue rose, il y a la rivière qui peut être payante. Puis, tu sais, il y a toutes les cartes aussi, là, ou les tuiles plutôt de pouvoir que tu peux aller chercher qui sont assez puissants que dans la partie qu'on a jouée. Celle qui jouait avec nous avait acheté 2 tuiles qui fitaient avec la rivière, là, puis c'était fort là, comme pouvoir. Fait que, puis il y en a épais. Là. Fait que, c'est sûr que tu ne feras pas beaucoup les mêmes affaires dans le jeu, là, c'est certain. Là. Non, c'est ça qui est surprenant de ce jeu-là, c'est qu'à la base, ce jeu-là, tu vas faire, dans le fond, 36 actions, puis tu vas faire les mêmes, là, tu sais, tes kéchis. Ton kéchi blanc, à chaque année, tu vas le revoir, ton kéchi blanc, mais dans une partie, tu vas développer beaucoup la zone blanche, puis dans un autre, tu la développeras pas. Fait que c'est ça la pureté, la beauté de la pureté de ce jeu-là. C'est que tu fais tout le temps pratiquement les mêmes actions, mais pas dans le même ordre, pas avec la même puissance, dépendamment de l'ordre. Puis c'est ça qui fait ta partie, puis il faut que tu essayes de tirer le meilleur parti de tout ça. Puis on s'entend, il faut que tu t'adaptes aux autres parce que tu lances les kéchis dans le tour, puis là, ben c'est un draft. Moi, j'adore les drafts comme ça parce que c'est comme, est-ce que si je prends le rouge maintenant, est-ce que le noir va me revenir ou il y a d'autres personnes qui vont aller le prendre? Parce que tu peux avoir plusieurs tours comme ça de draft qui est vraiment le fun. Mais parlons-en de la tour, Luc, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de critiques de cette fameuse tour-là où plusieurs disent qu'elle sert absolument à rien parce qu'effectivement, si elle retient 1 ou 2 kéchis dans la game, c'est déjà pas pire. On est d'accord? Oui, c'est très rare que la tour va retourner quelque chose. Mais le jeu n'est pas moins bon à cause de ça. Si vous voulez, prenez toutes les kéchis puis mettez-les déjà à terre puis faites comme si la tour n'aurait rien retenu. Puis le jeu, il reste quand même bon. Là. Fait que je pense que oui, c'est une petite gimmick qui était là. J'ai reçu dans ma dernière édition là, avec l'Opus 5 et 6, j'ai reçu comme un remplacement qui est supposé de plus retenir. Je ne l'ai pas encore
essayer. Ben, moi, je suis curieux, Mais j'aimerais ça le ça met savoir. un petit peu de variabilité, là. Mais c'est Mais pas moi, nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est pas honnêtement. nécessaire. Le jeu est quand même bon, Ben oui. même si on garoche les cachis directs, Puis là, puis j'ai une on passe photo. pas par la tour, là, tu sais. Exact. Fait que- Puis j'ai une photo là, où ce qu'on voit vraiment un Keshi qui est resté pris dans le tour. Donc oui, ça se peut, on l'a en photo, donc c'est quelque chose de possible. Mais c'est pas une affaire qui est vraiment incroyable dans le jeu puis qui va faire une différence. Tout le reste du jeu il y a tellement d'affaires. Puis tu sais, on le voit ces photos, il y a beaucoup de couleurs. Hein. Il y a beaucoup de pions un peu partout, il y a beaucoup de couleurs. Mais une fois que tu as compris comment ça s'enchaîne, tout ça, c'est assez simple malgré tout. Hein. Plus simple que le jeu qu'on parlait tout à l'heure, le Age of Innovation. Tu sais, c'est un jeu Oui, c'est plus léger, là. C'est sûr Exact. que ce qui fait peur aux premières approches, c'est qu'il y a comme 12 sortes d'actions. C'est beaucoup de sortes d'actions pour partir un jeu, mais ça reste quand même des choses simples qui sont interreliées un peu. Fait que, puis le flow est quand même clair de ce jeu-là. Fait que Ouais. un coup qu'on a fait 1 ou 2 rounds, ça va par la suite. Puis effectivement, on se pose beaucoup moins la tête ouais. à comprendre le jeu, puis on pousse plus notre réflexion au niveau de notre stratégie. Puis tu en as parlé, là, le rythme est bon. Ça, c'est quelque chose qui est le fun, là, le rythme de ce jeu-là. Tu ramasses un groupe de Keshi, tu les places, tu fais ton action, puis c'est à l'autre. Fait que, tu sais, il n'y a pas des tours interminables. Là. Tu peux combotter un petit peu, mais pas une tonne non plus. Fait que, non, c'est bien. Moi, en tout cas, j'ai adoré. Sincèrement, j'avais des petits doutes, puis finalement, que je l'ai acheté tout de suite, j'ai mis en dessous du sapin de Noël. Et j'ai très, très hâte d'ouvrir mes cadeaux parce que j'ai hâte de rejouer. J'ai vraiment hâte de rejouer. Moi, c'est mon jeu de l'année, fait que je peux pas dire mieux. Wow. Puis, c'est ça. Là, on a parlé des 2 éditions qu'on a parlé. Il existe aussi l'édition essentielle qui est dans une boîte carrée au lieu d'une boîte losange. Puis, j'ai un de mes amis qui l'a. Si vous voulez le même jeu avec une version qui prend moins d'espace sur votre table, c'est aussi bon. Fait que il y a certains composants qui sont moins de luxe, là. Mais c'est le même jeu, il n'y a aucun endroit du jeu qui est tronqué. Ben, entre autres, les plateaux de joueurs sont extrêmement réduits. Au lieu d'avoir comme de s'étaler et de prendre beaucoup de place à la table en mettant chacun des cubes, c'est des espèces de pistes que tu vas monter. Fait que tu as 4 pistes. Fait que le tableau est très, très petit. Fait que ceux qui ont des plus petites tables, effectivement, Essential Edition peut faire le travail. Si pour vous, l'allure du jeu importe peu, c'est le jeu, parce que le jeu reste le même, le jeu est aussi le fun, ça peut être une très bonne option. Bonne réflexion, Luc. Oui, puis c'est une bonne option si ton rangement est fait mieux pour des boîtes carrées, parce qu'une boîte rectangle, c'est tout le temps une complication pour ranger dans ta ludothèque. Je pense que c'est mon format de boîte que j'aime le moins, effectivement. Puis là, on vient de parler de 2 jeux qui ont exactement le même format, Age of Innovation et Marrakech. Mais bon, ça reste des très, très bons et très, très beaux jeux. Et tout ça, ça nous amène à un autre jeu, Luc, le 3e qu'on a dit qu'on allait parler aujourd'hui, qui est très, très beau. En tout cas, la version que tu avais, moi, j'ai fait vraiment wow, un superbe jeu. C'est un Kickstarter que tu as acheté, Dead Reckoning. Oui, puis malheureusement, c'est un jeu qui est que disponible en Kickstarter. Il y a eu des campagnes pour des extensions qu'on pouvait recommander le jeu, mais jusqu'à date, il n'y a aucun plan pour la compagnie AEG de présenter ce jeu-là au détail. Fait qu'on ne sait jamais, mais c'est un jeu qui a beaucoup de succès. T'as dit le nom, oui? Dead Reckoning, oui, j'en ai parlé. Okay. Fait que c'est ça. Fait que dans Dead Reckoning, dans le fond, on a un genre de jeu de pirate. On n'est pas nécessairement un pirate, mais on est un marin, on parcourt les mers, puis on va essayer de gagner des points de différentes façons. Dans ce jeu-là, les points, c'est l'argent. Puis l'argent, c'est pas ça qu'on va dépenser. On va plutôt dépenser des barils pour faire différentes choses. On va vouloir mieux équiper notre bateau. On va vouloir aller chercher entraîner nos marins. Puis c'est le même système, c'est le même auteur qui utilise le même système que Mystic Vale. Fait que c'est le card crafting system. Fait qu'on on a dans le fond notre deck
Fait qu'il y a une partie deck building dans ça. ce Puis jeu-là. Je le montre à l'écran actuellement. Si on regarde le capitaine, toutes les lignes qui est ici, les 3 lignes du milieu, ne sont pas là au début. Le capitaine il est niveau 2. Il y a eu 3 upgrades dessus qui ont été obtenus. On voit la position sur le côté, là, haut, moyen, bas, haut, milieu, bas. Donc, c'est des choses qu'on a glissées dans la sleeve de la carte pour l'améliorer. Fait que quand on la joue, au lieu d'avoir juste les actions du bas, mais tu retrouves toutes les actions du milieu. Ça, c'est vraiment un principe, le fun. D'ailleurs, qui a fait un peu la renommée là, de ce type de jeu-là, de cet auteur-là. Puis c'est des jeux qui sortent, il appelle ça, je pense, le Card Upgrade System, un truc comme ça, à mon souvenir. Card Crafting System. Card Crafting, c'est ça. Puis dans Dead Reckoning, il y a comme 2 axes pour améliorer ton équipage qui est ton deck. Tu peux l'améliorer en rajoutant des avancements, mais tu peux aussi faire des upgrades, là, des level up, là, où tu vas tourner la carte de carton de sens. Puis chaque personnage dans ton équipage a 4 niveaux d'amélioration. Fait qu'on peut lui rajouter des sleeves, lui l'upgrader en tournant notre carton afin que chaque tour, on va choisir dans les nouvelles cartes qu'on vient de piocher, une carte qu'on va améliorer. Fait que ça fait différents axes. Puis là, est-ce que j'améliore mon capitaine? Est-ce que j'améliore mon gunner pour tirer du canon puis être plus fort pour attaquer? Ou j'améliore quelqu'un qui va me donner plus de voiles ou qui va me donner plus de barils? Fait que tu as plusieurs axes. Puis quand j'ai joué avec Jeff, on utilisait également l'extension lettre de marque. Très bien, qui amène un petit côté. On a comme des denrées magiques qu'on peut aller chercher, qu'on peut livrer à des nations. Puis ces nations-là vont nous donner différents pouvoirs. Là. En gros, là, c'est ce que cette extension-là fait. Puis si on parle de feeling, bon, premièrement, tu l'as dit, c'est juste par Kickstarter, donc ça, c'est quand même un peu dommage, mais ils vont sûrement sortir d'autres extensions, fait que ça va probablement être possible de racheter là, une version du jeu. S'il y a de la demande, c'est sûr qu'ils ne resteront pas là. Exactement. Puis moi, je te dirais, j'ai eu un bon feeling quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai aimé ça. Ce qui m'inquiétait un peu, c'est le take that. Évidemment, c'est un jeu de pirate. Qui dit jeu de pirate dit on va s'attaquer, on va se couler. Mais la défaite n'est pas si coûteuse que ça, je dirais. Ça fait mal un peu. Puis le but du jeu, c'est d'avoir le plus d'argent possible. L'argent, tu mets ça dans ton coffre. Fait que quand tu perds, quand tu te fais couler, tu perds 5 pièces d'or. Fait que oui, ça te fait ça te fait une perte de points, mais tu reviens assez vite puis tu peux retourner. J'ai beaucoup aimé le fait que c'est quand même assez simple parce que c'est tes cartes que tu vas piocher qui vont déterminer les actions que tu vas faire. Puis, il y a peut-être 4-5 symboles différents d'actions. C'est assez simple. Tu sais, l'attaque, la navigation, ces trucs-là. Upgrader produire des denrées plutôt dans tes îles que tu possèdes, des choses de même. Donc, tu sais, ça reste assez simple. Là. L'extension est venue rajouter un petit peu de complexité, puis je pense que c'était pas trop, sincèrement, c'est à digérer. Non, c'est juste correct. Puis le système de combat, il est vraiment bien. T'sais. L'auteur, au lieu de dire « je vais faire un système de combat réaliste », il a fait un système de combat où ça va être le fun de tomber en combat. Ouais. Tu vas prendre tes cubes selon tes canons que tu produis, tu vas les mettre dans la tour, puis c'est pas réaliste. Là. Ton bateau, il est pas scrappé, puis t'es pas sorti de la game quand tu perds le combat. Puis le combat, c'est ça, c'est pas réaliste, mais moi j'aime ça. Il va générer beaucoup de barils puis d'or. Fait que des fois, tu vas arriver dans un combat, puis là, tes cubes n'auront pas tombé à la bonne place. Tu vas avoir perdu le combat. Tu vas avoir pris quelques dommages. Ton bateau n'est pas encore coulé. Mais tu as gagné comme 4 d'argent, 8 barils. OK, j'en ai pas de problème. Je peux perdre à tous les jours des combats comme ça. Ma game se développe pareil. Fait que c'est vraiment un axe de développement qui est pas punitif, le combat. Exact. C'est très intéressant. Le plunder, l'espèce de gain d'après-combat là, que tu ramasses sur l'autre bateau, probablement. Puis je le montre à l'écran actuellement. La tour à cubes est vraiment magnifique. C'est un beau bateau en 3 dimensions. Tu lances les cubes d'attaque dedans de la couleur de chacun des joueurs. Puis ça va atterrir dans les zones qu'on voit à l'écran. Puis chaque zone, comme Luc expliquait, va donner soit des points de victoire ou va faire des dommages ou va ramasser des ressources. Fait qu'effectivement, des fois, tu ressors d'un combat, tu as plus de ressources qu'avant, puis ça te permet de jouer un meilleur tour. Parce que là, tu as dit, good, il manquait un baril pour acheter un upgrade de carte. Là, je l'ai obtenu. Oui, j'ai eu 2 dommages, mais pas de problème. Comme tu dis, amenez-en des combats comme ça, c'est payant. Tu sais. Fait que, c'est ça. Puis
pas juste les combats aussi. Si tu veux pas développer combat, mais tu peux développer au niveau de contrôle des îles, tu as les majorités, fait qu'il y a des batailles qui se font à ce niveau-là. Un moment donné, t'es tanné que l'autre, ils te reprennent tout le temps ta majorité sur tes îles. Ben là, tu vas installer des forts, fait que là, ça va y prendre plus de temps, fait que là, ça va mitiger, il va falloir peut-être qu'il y ait ailleurs, ou il va falloir qu'il y ait un plan B, puis là, tu installes un canon. À chaque fois que quelqu'un passe à travers ton île, un dommage en passant, ouais, je pense que je vais te le péter ton canon, là, je suis tanné de recevoir le dommage. Fait qu'il y a toutes sortes de dynamiques qui se mélangent, puis c'est un bon mélange. Où il y a eu un combat, puis il reste rien qu'un point de dommage sur ce bateau-là, et je vais aller le couler parce que j'ai un achievement à faire pour couler au moins un bateau. Fait que, tu sais, des fois, tu peux profiter des situations. Puis c'est drôle parce qu'on vient juste de parler de 2 jeux vraiment euro classiques, là, où on va faire des points, tout est calculé, tu essaies d'optimiser tes choses. Ça, c'est un jeu, je vais dire, plus easy going. Puis quand j'ai abordé la game, je me suis dit, je m'en fous ce qui va se passer. Je connais pas le jeu, Luc le connaît bien. Que je gagne, que je perde, je veux avoir du fun en jouant des pirates, en allant, en upgradant mon équipage, mon bateau, parce que upgrader le bateau, c'est vraiment le fun aussi. Puis là, tu deviens meilleur. Puis sincèrement, à la fin, quand la partie a terminé, j'avais le goût de continuer parce que là, mes cartes commençaient à être bonnes. Mon bateau était vraiment bon. Tu sais, je trouvais ça plate que ça finisse maintenant, mais c'est toujours parfait. Quand des jeux finissent un petit peu trop tôt, tu dis c'est parfait, ça veut dire qu'il a fini au bon moment parce que j'ai vraiment le goût d'y retourner, j'ai le goût de rejouer. Puis quand on a joué, Luc, j'ai racheté Marrakech, puis lui, Dead Reckoning, je me suis dit, oh, wow, j'ai aimé ça, j'aurais le goût de rejouer, mais le volet Take That me fait un petit peu peur parce que je sais que chez moi, il y a des gens qui aiment moins ça. Il faut l'aborder vraiment avec une approche ludique de dire, regarde, on va jouer 2-3 heures à jouer là, on va avoir du fun, on se promène, on se pète la gueule. C'est pas grave qui gagne, qui perd, tant qu'on s'est bien amusé. Tu as quand même une bonne compensation quand tu te fais attaquer, puis c'est ça. Puis à un moment donné, il faut accepter de dire, OK, bon, j'ai développé moins mon jeu en attaque, mais je contrôle 8 îles sur les 16, fait que c'est pas si pire que ça. Là. Je peux me permettre de me faire casser la gueule une couple de fois. Je suis quand même en bonne situation dans ma partie. Là. Exactement. Puis tu sais, la partie qu'on a jouée, sincèrement, je pensais être peut-être 3e sur 4. Puis finalement, j'ai gagné la partie. Puis j'étais surpris pour vrai parce que je me suis dit, il me semble que j'ai pas fait les bonnes choses que j'ai vu les autres faire, mais il faut croire que j'ai fait d'autres choses. Puis je me suis pas rendu compte que c'était quand même bien. Fait que au final, ça a fini super serré, tu sais, puis ça aurait pu être n'importe qui gagne, puis ça aurait été vraiment le fun. Fait que, non, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Dead Reckoning, c'est un jeu que je vais garder à l'œil. Si jamais il ressort une campagne Kickstarter, c'est pas impossible que je me laisse tenter. Pour moi, ça pourrait remplacer, bon là, c'est sûr que les parallèles sont un peu gros, mais Black Flag, qui est un petit jeu de pirate où tu vas faire transporter des marchandises entre les îles, c'est plus petit, mais il y a du take that aussi parce que tu vas essayer de couler les bateaux des autres. Ben, lui est un petit peu plus complexe, puis tant qu'à sortir un jeu de pirate, j'aurais l'impression que j'aurais le goût de jouer à celui-là à la place. C'est mon feeling. Moi aussi, j'ai joué Black Flag. C'est très bien streamliné. Là. Fait que si tu regardes plus un bon jeu de pirate en 1 heure, Black Flag, t'es dedans. Oui, puis je pense que j'ai dit Black Flag, mais je pense que c'est-tu Black Fleet? Je mêle tout le temps. Il y a tellement d'affaires qui s'appellent Black Flag, Black Fleet. Oui, c'est ça, c'est Black Fleet. Je viens de le trouver. Fait que lui, c'est un petit jeu. Là. On parle de 1.94 sur 5 là, en termes de complexité. Mais c'est un jeu, je dirais pas dans le même genre, mais un jeu de pirate où si tu vas t'attaquer un peu, tu vas aller chercher des marchandises qui est plus rapide, qui est plus simple, qui va être plus accessible pour tout le monde. Fait que ça peut être une option intéressante si jamais vous n'êtes pas capable de mettre la main sur Dead Reckoning tout de suite. Donc, c'était pas mal ça pour Dead Reckoning, un autre bon jeu, et ça nous amène à notre dernier jeu qu'on voulait jaser aujourd'hui. Luc, un autre jeu qu'on a joué ensemble au chalet, et là, on parle de plantes vertes, on parle de Verdant, un jeu de la famille de Cascadia, un petit peu dans la même maison d'édition, un peu même style de production aussi, puis je dirais la boîte, la même grosseur, tout ça. Donc, c'est sûr que avec un draft aussi à plusieurs éléments. Donc, ça annonçait quelque chose de très intéressant parce que Cascadia reçoit beaucoup d'éloges et avec raison d'ailleurs. Fait que Verdant, Luc, je pense que c'est moi qui te l'ai fait découvrir celui-là. Je suis toujours un peu content quand je t'ai fait découvrir un jeu. Je me dis, c'est rare, ça arrive. Comment tu as trouvé ça? Moi, c'est un jeu que à la base, je l'avais vu sortir, puis moi, j'ai un club de jeu, le Ludium, à Deux-Montagnes, que je joue à tous les mardis là-bas. Puis, je l'avais vu une couple de fois sur les tables. Puis, ça va l'air bien, mais tout le monde me disait,
c'est comme Calico, qui est pas mal un autre jeu qui peut ressembler, ou c'est comme Cascadia, mais il avait pas l'air à se démarquer, fait que je savais pas trop à quoi m'attendre avant d'aborder ce jeu-là. Puis j'ai été agréablement surpris. Il y a vraiment... tu as beaucoup d'éléments à agencer, ton mobilier, tes plantes, tes requis de plantes, de luminosité, dans ton appartement que tu vas faire, qui est essentiellement une grille de 3 cartes par 5 cartes. Fait que c'est un beau puzzle carrément, c'est un puzzle. D'optimisation, ouais. C'est un puzzle parce qu'il faut toujours que dans le fond, quand tu joues à ton tour, là, à l'écran, on voit, là, il y a tout le temps une sélection au centre de la table de pièces, d'éléments, là, j'ai oublié les termes exacts, là, les petites tuiles, et de plantes. Puis tu vas choisir 2 des 3, soit une pièce avec la tuile ou soit une plante avec la tuile. Puis tu vas aller placer ça dans ta zone de 3 par 5 et tu dois toujours alterner plante, pièce, plante, pièce. Puis les plantes, quand elles sont adjacentes à une pièce ou la pièce, quand elle est adjacente à une plante, ça va faire de l'interaction avec l'ensoleillement. Puis ça va faire produire des feuilles sur ta plante qui vont t'amener à l'empoter éventuellement, puis à faire des points. Puis toutes les tuiles que tu vas mettre au centre de tes pièces ou en réserve vont pouvoir t'aider à faire pousser ces plantes-là ou à décorer tes pièces de façon plus agréable et évidemment à la fin de la partie de donner des points de victoire. Donc, comme tu dis, c'est un beau puzzle qui n'est pas toujours facile, hein, qui a l'air super simple, mais à un moment donné, tu te creuses la tête, tu te dis, oh, attends un peu, là, je vais aller chercher elle, mais elle ne s'ensoleille pas bien avec celle-là. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Puis souvent, les options ne marchent pas du tout pour toi. Fait que là, à ce moment-là, tu peux utiliser des pouces verts. Je les ai vus tout à l'heure, je vais les montrer, tiens, ici. Oui, c'est ça. À chaque fois que, dans le fond, on a tout le temps 3 choix, il y a 2 cartes et une tuile. On va tout le temps choisir à notre tour une carte et la tuile vis-à-vis. On a certaines options, justement, avec les pouces, de faire des choix non alignés. Mais, mais dans l'alignement qu'on va choisir, la carte qui n'a pas été choisie, à chaque tour, elle va obtenir un pouce. Ouais. Ça amène un petit peu une certaine opportunité de dire, OK, ça, c'est pas quelque chose que j'aime, mais là, il y a comme 4 pouces dessus. Ça commence à être intéressant, là. Oui, parce qu'avec les pouces, tu peux faire des petites actions de bonus qui vont t'aider. C'est 4 choix que tu as à chaque tour. Ah, Luc. excusez, merci. Ouais, c'est correct. C'est 4 choix. Puis oui, effectivement, moi, ça m'arrivait souvent. Je disais, voyons, il n'y a rien qui fit. Parce que tu vas essayer d'avoir, mettons, une pièce orange avec une tuile orange pour fitter dedans. Bien là, à ce moment-là, tu peux utiliser tes pouces exactement comme Cascadia avec les cocottes, là, pour croiser tes choix, pas prendre les mêmes choses ou bien flusher des lignes complètes pour avoir des nouvelles cartes. Donc, c'est un jeu qui est, somme toute, assez simple, hein, qui joue rapidement aussi. Je dirais, là, si on regarde là, en termes de complexité, 2 sur 5, ce qui est dans la catégorie des jeux assez simples, puis on parle de 45 à 60 minutes, effectivement. Une fois que tu es habitué, je pense pas que ça prenne beaucoup plus que ça. Donc, on va le rentrer dans la catégorie des jeux légers à moyen, début moyen. Je pense qu'en termes de poids, Luc, c'est pas mal semblable à Cascadia, pour ceux qui ont... Ouais. Cascadia est un petit peu plus léger, il est un petit peu plus élégant au niveau du design. Moi, je continue de préférer Cascadia à Verdant, mais je ne m'attendais pas à ce qui arrive à l'épaule, ou en tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon. Cascadia reste mon meilleur choix entre les deux, mais Verdant est quand même un choix à considérer si ce genre de jeu-là vous aimez, puis vous aimez peut-être quelque chose d'un petit peu plus piquant, puis de complexe, un petit peu plus de contrôle puis de variabilité dans le jeu, ben Verdant peut très bien intéresser. Si vous aimez les plantes aussi, parce qu'il y a plein d'amateurs, amatrices de plantes, donc c'est un jeu qui nous amène sur un autre thème, puis il y a plusieurs faits là, sur chacune des plantes que tu vas aller chercher. Ben, tu vas pouvoir lire une petite information intéressante sur la plante. On n'a pas parlé, mais il y a aussi des objectifs communs que tu peux rajouter pour rendre ça encore une petite couche plus complexe. Donc, non, moi aussi, c'est un jeu, je l'ai abordé un petit peu à reculons. Je ne m'attendais pas à grand-chose du jeu. Puis, c'est souvent une bonne façon d'aborder les jeux. Tu sais, quand tu n'as pas trop d'attentes, c'est plus difficile d'être déçu. Puis, ce jeu-là, carrément, m'a pas déçu. Je pense qu'il a livré ce qu'il me proposait, ce qui me suggérait qu'il allait me livrer, ni plus ni moins. Donc, un bon jeu, somme toute. Oui, c'est un excellent jeu si vous voulez du jeu léger avec un petit peu plus de piquant, plusieurs façons de scorer. Good. T'es dessus?
ouais, un pouce vert. Pouce vert. Donc, Luc, c'est déjà ce qui fait le tour de notre petite vidéo en vrac, comme ça, avec 4 titres, là, Age of Innovation, Marrakech, Dead Reckoning et Verdun. Je pense qu'on en a bien parlé. J'espère que ça a piqué votre curiosité, qu'on a répondu à plusieurs de vos questions et qu'on vous a donné le goût, ou non, peut-être qu'on a défini un petit peu là, ce que vous vous attendiez de voir avant de poser un geste d'achat pour ces jeux-là. Il y en a certains que vous allez peut-être vous dire, je vais l'essayer avant. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Luc, c'était vraiment le fun de jaser avec toi dans une vidéo comme ça pour la première fois. J'espère que tu as aimé ton expérience toi aussi. Ben, merci beaucoup, c'était le fun. Moi, Ouais. j'aime ça, partager tout sur le monde ludique avec un peu tout le monde. Je suis quelqu'un qui est dans plusieurs groupes. Fait que j'ai pas. C'est souvent les gens vont jouer avec leur petit patelin. Moi, je suis ouvert, je joue avec tout le monde, jase de jeux de société avec tout le monde, puis j'ai bien du plaisir. Puis habituellement, les gens ont bien du plaisir à faire ça avec moi. Excellent. Donc, tout le monde à la maison, ceux qui nous écoutent, si vous avez aimé ça, faites-nous un pouce en l'air pour nous signifier votre amour de la chaîne. Abonnez-vous, bien entendu, pour être notifié, pour être averti quand on va publier les prochaines vidéos. Et si vous voulez nous laisser des commentaires, si vous avez essayé ces jeux-là, si vous avez une opinion là-dessus, ça va nous faire plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Et sur ce, merci encore une fois, Luc. Merci à tout le monde et on se dit à la prochaine, tout le monde. Salut!